La bise automnale qui balayait la place Wakefield charriait, comme chaque soir, l'odeur des feuilles mortes mêlée à l'humidité des pavés. Mais en cette nuit singulière, son souffle glacé allait emporter bien autre chose qu'un simple parfum de saison. Dans l'air flottait un relent acre de regret, et l'avant-goût amer de conséquences que nul n'aurait pu imaginer. Sous la lumière orangée et vacillante des lampadaires, 5 étudiants se tenaient regroupés. Leur voix, brisée par la fureur, ne s'élevait pas pour chanter ni célébrer, mais pour hurler contre l'injustice. Un nouveau décret sur l'éducation venait de tomber, amputant leur université de ses subventions, condamnant leurs professeurs à l'exil ou au chômage, et leur avenir à l'incertitude. La colère grondait, et la colère, toujours, cherche une cible. Tout le monde dans cette ville se croit si vertueux, cracha Amber Martinez. Ses cheveux sombres fouettaient son visage sous le vent, tandis qu'elle pointait du doigt la statue qui dominait la place depuis 1954. Regardez leurs précieux symboles, ajouta-t-elle d'une voix chargée de rancune. Ils nous jugent de haut, ces faux protecteurs, pendant qu'ils votent pour détruire notre éducation. La statue de la Vierge Marie s'élevait à plus de 3 mètres sur son piédestal de marbre. Ses robes, peintes d'un bleu céleste, déployaient leurs plis figés avec une douceur intemporelle. Ses mains demeuraient tendues dans une bénédiction éternelle, et son visage, usé par des décennies de pluie et de vent, conservait une expression de compassion infinie. Mais ce soir-là, cette compassion semblait prête à être mise à l'épreuve. Ce n'est que du béton et de la peinture, lança Liam Shen d'une voix tremblante. Le bidon d'essence rouge pesait dans ses mains, plus lourd que n'importe quel livre ou sac. Trop lourd, en vérité, comme si le fardeau moral se matérialisait dans ce métal. Un symbole d'oppression déguisé en amour, ajouta Sierra Walsh, qui tenait déjà son téléphone braqué sur le groupe, diffusant en direct à ses abonnés. Sa voix, artificiellement enjouée, couvrait mal son excitation. Nous sommes ici pour montrer à cette ville à quoi ressemble le vrai changement. Il est temps de démolir l'ancien pour faire place au nouveau. Cody Rodriguez, de son côté, installait son matériel de streaming professionnel. Ses vidéos de jeux ne lui avaient jamais valu qu'une audience modeste, mais cette nuit, il espérait que tout allait changer. En direct dans 3, annonça-t-il en ajustant ses caméras. Déjà, Jess Thompson se mouvait au rythme agressif de la musique qui sortait de son enceinte portative. Chaque geste de son corps nerveux paraissait une provocation. Offrons-leur un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Lança-t-elle, un sourire fébrile accroché à ses lèvres. Un seul restait en retrait, Miguel Santos. Étudiant local, il avait grandi en passant chaque jour devant cette statue, témoin muet de ses joies et de ses deuils. « Les gars, ce n'est pas juste, murmura-t-il. Vous ne savez pas ce qu'elle représente pour les gens d'ici. Pour ma grand-mère, pour vos voisins. Ta grand-mère doit entrer dans le 21e siècle, le coupa Amber en sortant un briquet de sa poche. Liam renversa le bidon. L'essence s'écoula en un flot régulier, imprégnant la base de marbre et formant une large flaque. Les vapeurs toxiques montèrent, leur donnant le vertige ou peut-être était-ce simplement l'adrénaline. Dites adieu à votre précieuse Vierge, ricana Amber. Elle fit claquer le zippo. La flamme prit aussitôt, glissant sur la pierre en langue orange et bleue. La peinture cloqua, s'écailla, et l'expression de la statue sembla se modifier dans la lumière dansante, une sérénité troublée, une douleur muette. Voilà à quoi ressemble la libération, cria Sierra, en filmant chaque seconde. Mais à mesure que les flammes s'élevaient, quelque chose changea. Les yeux peints de la statue, ramollis par la chaleur, semblèrent pleurer. Des larmes de couleur fondue coulaient sur ses joues de pierre. Et, dans le crépitement, tous l'entendirent, un son déchirant, comme un sanglot. Celui d'une mère assistant à l'autodestruction de ses enfants. Miguel fut le premier à reculer, les mains sur les oreilles. Mais le son ne venait pas de l'extérieur, il jaillissait du plus profond de leurs âmes, d'un recoin oublié où sommeillaient la honte et la mémoire. Car cette statue n'était pas née d'un simple caprice municipal. Elle portait une légende. Le 15 novembre 1954, la mine de Wakefield s'effondra. 43 hommes descendirent ce matin-là. Un seul revint. 3 jours durant, les femmes de la ville prièrent sur cette place, leurs voix s'élevant en anglais, en espagnol, en polonais, en italien, toutes les langues des immigrés qui avaient bâti cette communauté. Maria Santos, l'arrière-grand-mère de Miguel, guida les prières du chapelet, sans jamais faiblir. La 3e nuit, alors que l'espoir s'éteignait, un miracle surgit. Tommy Kowalski, le plus jeune des mineurs piégés, émergea des décombres. Son récit ne varia jamais.
Elle a traversé le feu. Une femme en robe bleue, brillante comme la lune. Elle m'a pris la main et m'a conduit vers une poche d'air, puis vers une issue que je n'avais jamais vue. Personne n'eut besoin d'explication. Au printemps 1955, la statue fut inaugurée. Depuis lors, Wakefield la considéra comme un talisman, elle avait résisté aux tempêtes, aux inondations, aux tornades. Elle était devenue le cœur battant de la ville. Et pourtant, en une nuit, 5 étudiants en colère décidèrent qu'elle n'était que du béton. Le lendemain matin, un silence pesant recouvrit Wakefield. La statue gisait noircie, fissurée, ses robes réduites à la pierre nue. Seuls ses yeux demeuraient, 2 éclats d'un bleu délavé qui semblait poursuivre quiconque osait les fixer. Mais la véritable punition commença ailleurs. Amber Martinez fut la première à remarquer que son téléphone refusait de s'allumer. Liam connut la même panne. Tablette, ordinateur, appareil photo, tout semblait frappé d'un mal mystérieux. Et cette odeur d'essence, obsédante, qui les suivait partout, comme une culpabilité qui colle à la peau. La vidéo en direct de Sierra avait disparu de toutes les plateformes, comme si elle n'avait jamais existé. Cody vit son matériel hors de prix devenir inutilisable. Jess n'entendit plus ses chansons préférées, chaque piste se transformait en une même mélodie obsédante, un hymne inconnu chanté par une voix si belle qu'elle la faisait pleurer. Seul Miguel, épargné, ressentait pourtant le poids le plus lourd. 3 jours après l'incendie, Amber cessa de voir son reflet. D'abord un simple trouble dans le miroir, puis plus rien. Chaque surface réfléchissante renvoyait le vide. Une nuit, alors que la lumière de sa salle de bain vacillait, une lueur bleue apparut derrière elle. La Vierge se tenait là, telle qu'avant les flammes, ses robes bleues étincelantes, son visage empreint d'une compassion infinie. De vraies larmes coulaient sur ses joues. « Rirais-tu si c'était ta mère qui brûlait ?» La voix résonnait partout et nulle part. « Tu as allumé le feu qui a consumé 68 ans d'amour, » dit la Vierge. « Maintenant, tu brûles à ton tour, reflet après reflet, jusqu'à ce que tu te souviennes de qui tu es. » La vision s'éteignit, mais l'odeur de fumée resta, comme une cicatrice invisible. Liam Chen, quant à lui, vit sa voiture se transformer en piège. Par une nuit de pluie, les portières se scellèrent. À travers le pare-brise embué, il distingua une silhouette en bleu. 3 coups légers frappèrent la vitre. Tu as nourri le feu. Désormais, vis à l'intérieur. L'odeur d'essence envahit l'habitacle. Des flammes jaillirent sur les sièges et le tableau de bord, sans chaleur, mais avec une terreur suffocante. « S'il vous plaît, je suis désolé, murmura-t-il. Alors seulement, les flammes disparurent. Mais chaque nuit, il se réveillait avec le goût d'essence dans la bouche. Sierra Walsh, qui avait bâti toute son identité sur sa voix, découvrit qu'elle n'avait plus aucun impact. Ses mots glissaient sur les autres comme de l'eau. Ses cris se perdaient dans le vide. Son ordinateur, seul, écrivait en boucle « Répare ce que tu as pris ». Devant le socle noirci, une semaine après, elle murmura. « Je voulais juste qu'on m'entende. » La réponse vint sous forme d'un souvenir qui n'était pas le sien, une femme en robe bleue, réconfortant une enfant en pleurs dans une église. Sierra comprit. Sa voix avait servi à détruire, jamais à bâtir. Alors son ordinateur commença à rédiger des excuses, adressées à tous ceux qu'elle avait blessés. Cody Rodriguez, lui, vit sa passion se transformer en cauchemar. Chaque nuit, à 3h33, ses écrans s'allumaient, rejouant l'incendie. Mais bientôt, de nouvelles images apparurent, des flammes vues de l'intérieur, le visage de la Vierge le fixant. « Tu voulais être vu. Maintenant, je te vois. » Il tenta de tout effacer. En vain. La 10e nuit, une autre image surgit, lui, enfant, priant pour sa sœur malade. « Tu voulais être vu parce que tu te souvenais d'avoir été aimé. Souviens-toi encore. » Quant à Jess Thompson, sa musique devint son bourreau. Toute mélodie, qu'elle vienne d'un simple fredonnement ou d'un accord jailli du silence, se transformait pour elle en ce chant obsédant, à la fois sublime et terrible, qui ravivait des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer au plus profond d'elle-même. Chaque note devenait une lame fine ouvrant une brèche dans son cœur, la ramenant vers une enfance lumineuse, marquée par la clarté des cierges dans l'église, par la pure ivresse de danser sous les guirlandes d'un spectacle de Noël. Quand avait-elle perdu cette innocence? Quand cette joie insouciante, qu'il avait portée jadis, avait-elle été étouffée par le poids des années et des blessures? Une nuit, dans le silence oppressant de son studio, Jess cessa de résister.
Elle abandonna sa lutte intérieure et se laissa envahir par la mélodie. Elle dansa, mais ce n'était plus une danse pour plaire ni pour paraître. C'était une danse de confession, un cri muet. Elle y versa son regret, sa foi d'enfant étouffée, sa tristesse la plus secrète. Et à mesure que ses gestes se déployaient, elle sentit une présence chaude, patiente, enveloppante l'entourer comme un manteau invisible. Puis vint une voix. Ce n'était plus un ordre comme ceux qui l'avaient marqué dans le passé, mais une invitation douce et irrésistible. Agenouille-toi. Alors Jess s'effondra, brisée en larmes, et pour la première fois depuis son enfance, elle pria de tout son être. À l'autre bout de la ville, Miguel Santos ne trouvait plus le sommeil. Le poids de la culpabilité collective écrasait Wakefield. La communauté s'était fracturée, rongée par la colère, la honte et le silence. Sa grand-mère, Elena, l'une des dernières personnes à avoir façonné la statue originale de la Vierge, pleurait chaque jour sa destruction. Voir ses larmes était insupportable pour Miguel. 2 semaines après l'incendie, il se retrouva seul devant le piédestal vide. La place semblait plus froide, plus lourde sans cette figure de pierre qui, jadis, avait veillé sur eux. Il posa les genoux à terre et murmura. « Je suis désolé. Pas seulement pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce que je n'ai pas eu le courage de faire. J'ai eu peur. » Une chaleur douce vint se poser sur son épaule. Il se retourna, et la vie, ou plutôt une forme de vie, était là. Une femme se tenait près de lui, simple et naturelle, son visage rayonnant d'une bienveillance infinie mêlée à une tristesse profonde. « Tu étais discret, dit-elle, mais pas silencieux. Cela compte. » Sa voix semblait sortir à la fois du silence de la nuit et du cœur même de Miguel. « Que dois-je faire » demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle sourit, un sourire empreint de tendresse et d'autorité à la fois. « Ce que tu as toujours fait. Tu parles quand les autres se taisent. Tu te lèves quand les autres s'agenouillent. Tu te souviens quand les autres oublient. » Et peu à peu, son image se dissipa comme une buée dans la lumière. Mais ses paroles restèrent, vibrantes. Dis-leur que le pardon n'est pas l'oubli. Dis-leur que la miséricorde n'est pas l'absence de conséquences. Dis-leur que l'amour n'est pas le confort. Les 5 étudiants impliqués dans l'incendie avaient changé, et Wakefield commençait à le remarquer. Amber, rongée par une culpabilité qu'elle ne savait pas nommer, s'était retirée du monde, s'excusant pour des fautes réelles ou imaginaires. Liam, lui, assistait chaque jour à la messe, priant avec l'intensité désespérée des âmes tourmentées. Sierra, autrefois bavarde sur les réseaux, s'était murée dans le silence et s'était plongée dans l'étude de la théologie. Cody avait donné son matériel de loisir et passait désormais ses journées à travailler dans un refuge pour sans-abri. Quant à Jess, elle avait créé une chorégraphie bouleversante retraçant la destruction et la rédemption, une pièce si puissante qu'elle arrachait des larmes au public. Miguel décida alors de rassembler la communauté. Comme son arrière-grand-mère l'avait fait autrefois pour la veillée des mineurs, il alla frapper aux portes, invitant les habitants à une réunion. Dans le gymnase du lycée, devant 67 personnes, il prit la parole. « J'étais là cette nuit, dit-il d'une voix ferme. Et je n'ai pas vraiment essayé de les arrêter. J'ai eu peur. J'ai été lâche. À cause de cette lâcheté, quelque chose de sacré a été perdu. Mais peut-être que cette perte peut encore nous enseigner quelque chose. » Son regard se posa sur les 5 étudiants assis au premier rang. Ils vivent avec les conséquences de leurs actes depuis un mois. La vraie question est, que faisons-nous, nous, de ce changement? Un silence pesant s'installa, rompu par une voix chevrotante. Une vieille femme, la veuve de Tommy Kowalski, leva la main. « Que proposez-vous, jeune homme » Miguel inspira profondément. « Je propose que nous reconstruisions, non seulement la statue, mais aussi notre communauté. Que ces étudiants participent, non comme une punition, mais comme une guérison. » Un murmure parcourut la salle. Puis Amber se leva la première. « C'est moi qui ai allumé le feu, dit-elle, la voix brisée. Je ne m'attends pas à être pardonnée, mais je veux reconstruire ce que j'ai détruit. » Un par un, les 4 autres se levèrent et offrirent leur aide. La décision fut difficile, débattue avec âpreté. Mais 51 personnes acceptèrent le projet de reconstruction. Ce n'était pas l'unanimité, mais c'était un commencement. La nouvelle statue ne pouvait être identique à l'ancienne. Il fallait qu'elle soit autre chose, non pas un simple souvenir, mais une promesse. L'artiste choisi, David Reyes, le comprit aussitôt. La levée de fonds dura 4 mois,
rythmé par les efforts infatigables des 5 étudiants. Amber découvrit un talent inattendu pour la rédaction de demandes de subventions. Liam organisa un concert caritatif qui rassembla musiciens et choristes de la région. Sierra entreprit de recueillir des témoignages sur l'ancienne statue, créant ainsi une précieuse archive de mémoire collective. Cody documenta chaque étape de la création, tandis que Jess préparait une cérémonie chorégraphiée pour l'inauguration. Miguel, de son côté, coordonnait le tout, véritable pont entre l'ancien Wakefield blessé et le nouveau Wakefield en devenir. La nouvelle Vierge fut sculptée dans le même calcaire que l'original, mais son visage avait changé. Il semblait refléter les traits de toutes les femmes qui avaient un jour prié à ses pieds. Ses mains n'étaient plus tendues dans un geste figé, mais ouvertes, comme prêtes à recevoir ce qui était brisé et à le rendre entier. Le jour de l'inauguration arriva, un dimanche de Pâques, exactement 1 an après l'incendie. Les rues se couvrirent de fleurs, les cloches sonnèrent à toute volée. Des chefs religieux de différentes confessions vinrent offrir leur bénédiction, signe d'une réconciliation au-delà des frontières. Lorsque le voile fut retiré, un silence solennel enveloppa la foule. La statue resplendissait. Son expression incarnait à la fois la douleur de la perte et la joie de la renaissance. Les 5 étudiants, transformés par leur chemin de pénitence, se tenaient à la base. Chacun déposa une rose blanche, geste simple mais chargé d'un poids symbolique immense. Alors, Madame Kowalski s'avança, droite malgré ses années. Sa voix claire retentit. Mon mari l'a vue, dans la mine, ce jour-là. Et je ne doute pas qu'elle a été parmi nous toute cette année, travaillant à travers vous tous pour guérir ce qui était brisé. Tommy disait toujours qu'elle ne l'avait pas sauvé parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était aimé. C'est la même chose pour vous, pour nous tous. Ces mots résonnèrent comme une bénédiction. Beaucoup pleurèrent, d'autres se serrèrent les mains. Alors que la foule commençait à se disperser, Miguel remarqua quelque chose. Au pied de la statue, des marques discrètes apparaissaient dans le calcaire. Des stries humides, comme des traces d'eau. Elles ressemblaient à des larmes tombées de la pierre et absorbées par elle. David Reyes les vit aussi. Leurs regards se croisèrent. L'artiste hocha simplement la tête, silencieux. Certaines choses, comprirent-ils tous deux, ne peuvent être expliquées. Elles ne peuvent qu'être accueillies. Et dans ce silence sacré, Wakefield découvrit qu'au cœur même de la pierre, la douleur pouvait se transformer en vie, et la perte en un chemin de rédemption.